Clara, bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir chez toi pour cette interview de valorisation de tout le projet SLAFNet. Mais cela fait bien longtemps que l'on se connaît toutes les deux puisque tu as fait ta thèse d'histoire de Madagascar dans cette région de l'Ouest où moi-même j'avais travaillé. Et nous avons commencé à interagir aussi un peu plus lorsque tu as commencé tes travaux sur les Makua de Madagascar et que moi-même je commençais à travailler avec des descendants d'affranchis sur la côte kenyane. Nous avons suivi notre chemin ensemble. Tu as été organisatrice, membre active de la conférence de Nairobi, SLAFCO 1. Et ensuite, tu as collaboré avec nous dans le cadre du projet SLAFNet où tu as apporté vraiment quelque chose d'important sur Madagascar, Maurice. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout ça, s'il te plaît, tout ce parcours et tout ce que j'espère, peut-être, sans doute, le projet SLAFNet a pu apporter à ta recherche, sachant que tu fais plein d'autres choses très intéressantes depuis. Merci beaucoup Marie-Pierre. Merci d'être ici. J'en suis ravie. C'est un peu comme une boucle qui se boucle aussi. Comme notre livre va bientôt sortir, on va peut-être en reparler. Donc pour me présenter brièvement, donc je suis Clara Boyer-Rossol, je suis historienne. Je suis actuellement boursière internationale au Bonn Center for Dependency and Slavery Studies. C'est un pôle d'excellence européen dédié aux esclavages de l'Université de Bonn en Allemagne. Et je suis également membre chercheur permanent du CIRES, du Centre international de recherche sur les esclavages et les post-esclavages. Et effectivement, on se connaît depuis de très longues dates. J'ai commencé à travailler effectivement sur les traites et les esclavages à Madagascar, et plus précisément sur la diaspora mozambicaine, issue de la traite et de l'esclavage à Madagascar il y a maintenant 20 ans. Donc en 2004, j'avais commencé dans le cadre à l'époque d'une maîtrise à la Sorbonne. Et puis j'ai continué en DEA et puis dans le cadre d'une thèse sous la direction de Farhad Zona qui a été soutenue en 2015. Donc, je suis initialement spécialiste des traites et des esclavages entre le Mozambique et Madagascar, donc ce qu'on appelle les traites interafricaines. Je m'intéresse aux relations entre le continent africain et les îles du Suez, l'océan Indien, à travers cette histoire des traites et des esclavages, surtout sur le long 19e. Et je travaille donc aussi depuis plusieurs années, de plus en plus sur les autres îles de l'océan occidental et plus particulièrement sur les Mascareignes, où là, on est dans un contexte donc, plutôt d'esclavage colonial. Donc il y a une très grande diversité dans cet espace de l'océan occidental des traites et des formes d'esclavage. Ce que ça m'a beaucoup apporté entre autres, parce que ça m'a apporté tellement de choses, et je pense à SLAFNet, mais même avant, enfin, nos échanges, et Slavco, tout ce que tu as réussi à initier à travers Slavco. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense que ça m'a permis vraiment de m'ancrer dans une historiographie africaine sur les traites et les esclavages, et de pouvoir échanger avec des collègues qui travaillent, qui pensent à partir du continent. Et pas seulement qui travaillent sur le continent, mais qui pensent à partir du continent. Donc ça, c'était quelque chose de très important pour moi. Et surtout de pouvoir échanger avec des collègues qui travaillent sur l'autre versant. C'est-à-dire qui travaillent à partir de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique centrale. Je pense à nos collègues sénégalais, camerounais, avec qui, grâce à tous ces réseaux qui ont été créés et entretenus à travers cette décennie, en fait, ça m'a vraiment permis, moi, d'approfondir ma propre réflexion. Donc ça, c'est du point de vue vraiment de l'historiographie africaine des esclavages. Et puis, ce que ça m'a beaucoup apporté, c'est cette ouverture aussi, ce dialogue avec les associations africaines qui militent sur le continent contre les formes d'esclavage actuelles.
Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et ça a commencé dès Slavko, hein, dès la conférence de Nairobi en 2014. Et puis, je pense que SlavNet a vraiment permis de pérenniser ce dialogue, de l'inscrire sur la longue durée et, et aussi de l'amener dans les îles africaines, notamment à Maurice, tu t'en souviens? On avait poursuivi cela et je me souviens bien qu'on avait d'ailleurs fait ces interviews des représentants de grandes associations abolitionnistes du Niger, du Mali, donc à l'île Maurice notamment. Alors ça m'a beaucoup apporté parce que moi, venant, si on peut dire, d'un terrain malgache, on n'a pas du tout ça à Madagascar. À Madagascar, alors, l'esclavage non seulement est extrêmement tabou encore, de pouvoir en parler dans l'espace public, mais on est très très loin d'avoir cette mobilisation encore hein, de la société civile sur ces questions. Et pourtant, à Madagascar, il y a des formes d'esclavage actuelles. Donc, moi, ça m'a permis de pouvoir aussi réfléchir à comment on peut travailler en tant que chercheur. Comment aussi, avec, donc, avec des militants, en fait, et puis à réfléchir aussi un petit peu à notre fonction sociale, si on peut dire, en tant qu'historienne. On travaille sur des sujets qui ne sont pas froids, sur des sujets qui ne sont pas anodins, sur des sujets qui sont même très politiques aujourd'hui, et à mesurer que notre travail compte, en fait. Il compte. Alors, ça, j'avais quand même un petit peu déjà mesuré, notamment à Madagascar, parce que j'ai toujours eu à cœur de travailler avec les communautés de descendants et aussi de restituer les travaux aux descendants eux-mêmes. Je trouvais que c'était très important. Mais c'est vrai que là, ça m'a permis aussi voilà, de pouvoir dialoguer avec des membres de la société civile qui étaient vraiment impliqués, qui étaient engagés sur ces questions. Slavko a été une étape importante pour la constitution du réseau. Oui. Nous arrivons enfin ensemble Oui. au bout de sa valorisation et de l'ouvrage qui va sortir très très bientôt. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous deux, je pense. Mais il y a aussi tout le travail que toi, tu as du coup pu mettre en place autour des collections, et qui est quand Oui, même tout à quelque fait. chose de tout à fait novateur. À l'île Maurice, À avec l'île Maurice, Maurice, mais ouais. pas seulement Maurice, hein, il y a Maurice, Madagascar, le Le Mozambique, et tout Mozambique. ce que tu es en train de créer Oui. en ce moment. Donc, est-ce que tu peux nous en dire quelques Oui, mots? parce que quelque part, c'est lié, c'est très lié en fait aux activités scientifiques de SLAFNet, puisque dans le cadre notamment d'un workshop, d'un atelier de recherche organisé dans le cadre de SLAFNet à l'Université de l'île Maurice, c'était en 2019. C'est dans ce cadre-là que j'ai pu participer à cet atelier de recherche qui s'intitulait Slavery Museum, et donc participer à toute cette réflexion sur la question esclavage et musée, initiée alors. Et j'ai pu présenter mes tout premiers résultats des travaux que j'entamais alors, que j'avais entamés en 2018, donc seulement un an auparavant, sur les archives et les collections dites Froberville. Froberville, donc c'était une grande famille franco-mauricienne, d'origine aristocratique. Et en fait, j'ai eu la chance de pouvoir accéder aux archives privées Froberville en France, mais aussi à Maurice, et également de mettre à jour une collection de bustes anthropologiques qui a été produite à l'île Maurice au XIXe siècle. Et les individus moulés étaient d'anciens captifs, justement issus de cette diaspora dite Mozambique, d'anciens captifs est-africains. Donc c'est un témoignage extraordinaire, puisque grâce en fait à l'accès aux archives privées Froberville, j'ai pu reconstituer l'histoire de cette collection et l'histoire des individus eux-mêmes. Et j'ai pu identifier la totalité des 58 individus qui ont été moulés et interrogés par Eugène de Froberville, donc dans les années 1840, à l'île Maurice. Et
Donc voilà, la première fois que j'ai pu restituer ces premiers résultats, hein, j'étais encore une fois au tout début, c'était dans le cadre de ce workshop SLAFNet. Et après, ça m'a permis aussi de consolider des collaborations avec des collègues mauriciens, et ça, c'était très important. Et au-delà, ça veut dire qu'il y avait tout un aspect recherche collaborative, bien sûr, mais aussi tout un aspect de valorisation patrimoniale, puisque j'ai pu développer donc, ces dernières années une collaboration avec le musée de l'esclavage intercontinental, donc, qui a été créé assez récemment, hein, il y a 3 ans peut-être, à l'île Maurice, à Port-Louis. Et donc, j'ai été pour eux chercheuse et curatrice. Et nous avons pu monter un véritable partenariat entre le musée de l'esclavage de l'île Maurice et le musée du Château Royal de Blois en France, qui conserve la collection originale de ces bustes anthropologiques. Et nous avons donc monté une première exposition dématérialisée qui s'est tenue, qui est toujours visible par le public, hein, mais dont le vernissage était le 1er septembre 2023, donc c'est très récent. Là, je suis commissaire d'exposition pour le volet français, si on peut dire. Donc, à l'automne 2024, on va présenter pour la première fois la collection originale en France, puisque c'était une collection qui restait à l'ombre des réserves jusqu'à présent, qui n'a pas du tout été mise à jour. Donc, c'est vraiment sortir de l'ombre des collections et des archives. Donc, on va la présenter en France avant son retour à l'île Maurice prévu en 2025. Ça ne sera pas une restitution, ça sera un prêt qu'on espère de très longue durée. Et l'ISM, le musée de l'esclavage intercontinental de Port-Louis, deviendra le gardien de ces bustes qui sont le visage d'ancêtres. Pour des Mauriciens, et nous avons pu retracer des descendants qu'on a impliqués dans le projet. Et non seulement des descendants à Maurice, mais en France aussi. Et aujourd'hui, notamment pour le volet de l'exposition qui aura lieu cet automne au Château de Blois, il y a tout un groupe de descendants en Île-de-France qui est impliqué dans ce projet. Et c'est pour ça qu'en leur honneur, nous avons intitulé cette exposition « Visage d'ancêtres ». C'est une très très belle aventure oui. qui va faire plein de petits. On espère, oui. Écoute, je te remercie beaucoup, Clara, d'avoir partagé ça avec nous. Si SLAFNet a pu être utile là-dedans, j'en suis vraiment ravie. Et puis, je te souhaite plein de bonnes choses pour la poursuite Et surtout cette année, la sortie de notre livre sur les esclavages en Afrique qui devrait paraître dans la collection Esclavage chez Cartella dans le courant de cette année 2024. Oui, et c'est un projet très important pour nous parce oui. que non seulement il est issu de la conférence de 2014, mais il valorise aussi tous les travaux, enfin un certain nombre de travaux qui ont été réalisés tout au long du projet SLAFNet. Et on essaye vraiment d'avoir un équilibre entre les publications des collègues du continent et les chercheurs européens qui travaillent sur la question. Donc, oui, c'est dans ce sens-là, je pense que cet ouvrage est assez novateur. Comme le soulignait Antonio Mendes, ça a été une historiographie qui a été longtemps pensée à partir de l'extérieur du continent. Et effectivement, dans notre ouvrage, on a quand même qui est vraiment équitable du point de vue du genre aussi, et oui. également du point de vue des chercheurs, des historiens, notamment des jeunes chercheurs qui travaillent à partir du continent, qui sont représentés pour au moins la moitié des contributeurs et contributrices. Et donc ça, je pense que c'est important et j'espère que ça va s'inscrire et on va pouvoir générer un nouvel habitus, de nouvelles habitudes, de nouvelles pratiques de recherche et de transmission. Oui. Donc merci beaucoup de m'avoir permis aussi de participer à cette très longue aventure. Merci à toi.